Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors cette nuit, ce soir, c'est avec Stendhal que nous allons partir en vadrouille, puisqu'en effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture de l'amour. Voilà, un roman un peu particulier, puisque c'est à la fois un de ses romans les plus célèbres et pourtant un de ses romans les moins bien compris. C'est un roman que Stendhal a écrit alors qu'il vivait en Italie en 1818. Il y était arrivé en 1814, il vivait à Milan. Et ce roman prend place à Bologne et il y parle essentiellement d'amour, puisqu'en effet, je crois que la période qu'a vécue Stendhal en Italie était assez particulière, puisqu'il y a vécu des peines d'amour, et c'est la raison pour laquelle, a priori, il couche toutes ces lignes sur le papier. Chapitre 32, donc, de l'intimité. Le plus grand bonheur que puisse donner l'amour, c'est le premier serrement de main d'une femme qu'on aime. Le bonheur de la galanterie, au contraire, est beaucoup plus réel et beaucoup plus sujet à la plaisanterie. Dans l'amour-passion, l'intimité n'est pas tant le bonheur parfait que le dernier pas pour y arriver. Mais comment peindre le bonheur s'il ne laisse pas de souvenirs ? Mortimer revenait tremblant d'un long voyage. Il adorait Jenny. Elle n'avait pas répondu à ses lettres. En arrivant à Londres, il monte à cheval et va la chercher à sa maison de campagne. Il arrive, elle se promenait dans le parc. Il y court, le cœur palpitant. Il la rencontre, elle lui tend la main, le reçoit avec trouble. Il voit qu'il est aimé. En parcourant avec elle les allées du parc, la robe de Jenny s'embarrassa dans un buisson d'acacia épineux. Dans la suite, Mortimer fut heureux, mais Jenny fut infidèle. Je lui soutiens que Jenny ne l'a jamais aimé. Elle le reçut à son retour du continent, mais jamais il n'a pu me donner le moindre détail. Seulement, il tressaille visiblement dès qu'il voit un buisson d'acacia. C'est réellement le seul souvenir distinct qu'il avait conservé du moment le plus heureux de sa vie. Un homme sensible et franc, un ancien chevalier, me faisait confidence ce soir au fond de notre barque battue par un gros temps sur le lac de Garde, de l'histoire de ses amours dont, à mon tour, je ne ferai pas confidence au public. Non, mais de laquelle je me crois en droit de conclure que le moment de l'intimité est, comme ces belles journées du mois de mai, une époque délicate pour les plus belles fleurs. Un moment qui peut être fatal et flétrir en un instant les plus belles espérances. On ne saurait trop louer le naturel. C'est la seule coquetterie permise dans une chose aussi sérieuse que l'amour à la vertère, où l'on ne sait pas où l'on va. Et en même temps, par un hasard heureux pour la vertu, c'est la meilleure tactique. Sans douter, un homme vraiment touché dit des choses charmantes. Il parle une langue qu'il ne sait plus. Malheur à l'homme le moins du monde affecté. Même quand il aimerait, même avec tout l'esprit possible, il perd les 3/4 de ses avantages. Se laisse-t-on aller à un instant à l'affectation, 1 minute après, l'on a un moment de sécheresse. Tout l'art d'aimer se réduit, ce me semble, à dire exactement ce que le degré d'ivresse du moment comporte, c'est-à-dire, en d'autres termes, à écouter son âme. Il ne faut pas croire que cela soit si facile. Un homme qui aime vraiment, quand son ami lui dit des choses qui le rendent heureux, n'a plus la force de parler. Il perd ainsi les actions qu'auraient fait naître ses paroles, et il vaut mieux se taire que de dire hors de temps des choses trop tendres. Ce qui était placé il y a 10 secondes ne l'est plus du tout, et fait tâche en ce moment. Toutes les fois que je manquais à cette règle et que je disais une chose qui m'était venue 3 minutes auparavant et que je trouvais jolie, Léonore ne manquait pas de me battre. Je me disais ensuite, en sortant,
Elle a raison, femme délicate, c'est une indécence de sentiment. Elle admettrait plutôt, comme les rhéteurs de mauvais goût, un degré de faiblesse et de froideur. N'ayant à redouter un monde que la fausseté de leur amant, la moindre petite insincérité de détail fût-elle la plus innocente du monde, les prive un instant de tout bonheur et les jette dans la méfiance. Les femmes honnêtes ont de l'éloignement pour la véhémence et l'imprévu, qui sont cependant les caractères de la passion. Outre que la véhémence alarme la pudeur, elles se défendent. Quand quelque mouvement de jalousie ou de déplaisir a mis de sang-froid, on peut en général entreprendre des discours propres à faire naître cette ivresse favorable à l'amour. Et si, après les 2 ou 3 premières phrases d'exposition, on ne manque pas l'occasion de dire exactement ce que l'âme suggère, on donnera des plaisirs vifs à ceux qu'on aime. L'erreur de la plupart des hommes, c'est qu'ils veulent arriver à dire telle chose qu'ils trouvent jolie, spirituelle, touchante, au lieu de détendre leur âme de l'empesée du monde jusqu'à ce degré d'intimité et de naturel d'exprimer naïvement ce qu'elle sent dans le moment. Si l'on a ce courage, l'on recevra à l'instant sa récompense par une espèce de raccommodement. C'est cette récompense aussi rapide qu'involontaire des plaisirs que l'on donne à ce qu'on aime qui met cette passion si fort au-dessus des autres. S'il y a le naturel parfait, le bonheur de 2 individus arrive à être confondu à cause de la sympathie et de plusieurs autres lois de notre nature. C'est tout simplement le plus grand bonheur qui puisse exister. Il n'est rien moins que facile de déterminer le sens de cette parole. Naturel. Naturel. Condition nécessaire du bonheur par l'amour. On appelle naturel ce qui ne s'écarte pas de la manière habituelle d'agir. Il va sans dire qu'il ne faut jamais non seulement mentir à ce qu'on aime, mais même embellir le moins du monde et altérer la pureté de trait de la vérité. Car si on l'embellit, l'attention est occupée à embellir et ne répond plus naïvement comme la touche d'un piano au sentiment qui se montre dans ses yeux. Elle s'en aperçoit bientôt, à je ne sais quel froid qu'elle éprouve et à son tour a recours à la coquetterie. Ne serait-ce point ici la raison cachée qui fait qu'on ne saurait aimer une femme d'un esprit trop inférieur? C'est qu'auprès d'elle, on peut feindre impunément et, comme feindre est plus commode à cause de l'habitude, on se livre au manque de naturel. Dès lors, l'amour n'est plus de l'amour. Il tombe à n'être qu'une affaire ordinaire. La seule différence, c'est qu'au lieu d'argent, on gagne du plaisir ou de la vanité, ou un mélange des deux. Mais il est difficile de ne pas éprouver une nuance de mépris pour une femme avec qui l'on peut impunément jouer la comédie et par conséquent il ne manque pour la planter là que de rencontrer mieux à cet égard. L'habitude ou les serments peuvent retenir, mais je parle du penchant du cœur dans le naturel et de voler au plus grand plaisir. Revenons à ce mot, naturel. Naturel et habituel sont 2 choses. Si l'on prend ces mots dans le même sens, il est évident que plus on a de sensibilité, plus il est difficile d'être naturel, car l'habitude a un empire moins puissant sur la manière d'être et d'agir, et l'homme est davantage à chaque circonstance. Toutes les pages de la vie d'un être froid sont les mêmes. Prenez-le aujourd'hui, prenez-le hier, c'est toujours la même main de bois. Un homme sensible, dès que son cœur est ému, ne trouve plus en soi de traces d'habitude pour guider ses actions. Et comment pourrait-il suivre un chemin dont il n'a plus le sentiment ?
Il sent le poids immense qui s'attache à chaque parole qu'il dit à ceux qu'il aime. Il lui semble qu'un mot va décider de son sort. Comment pourra-t-il ne pas chercher à bien dire, ou du moins comment n'aura-t-il pas le sentiment qu'il dit bien? Dès lors, il n'y a plus de candeur. Donc il ne faut pas prétendre à la candeur, cette qualité d'une âme qui ne fait aucun retour sur elle-même. On est ce qu'on peut, mais on sent ce qu'on est. Je crois que nous voilà arrivés au dernier degré de naturel que le cœur le plus délicat puisse prétendre en amour. Un homme passionné ne peut qu'embrasser fortement, comme sa seule ressource dans la tempête, le serment de ne jamais changer en rien la vérité et de lire correctement dans son cœur. Si la conversation est vive et entrecoupée, il peut espérer de beaux moments de naturel. Autrement, il ne sera parfaitement naturel que dans les heures où il aimera un peu moins à la folie. Auprès de ce qu'on aime, à peine le naturel reste-t-il dans les mouvements, dont cependant les habitudes sont si profondément enracinées dans les muscles. Quand j'ai donné le bras à Léonore, il me semblait toujours être sur le point de tomber, et je pensais à bien marcher. Tout ce qu'on peut, c'est de n'être jamais affecté volontairement. Il suffit d'être persuadé que le manque de naturel est le plus grand désavantage possible et peut aisément être la source des plus grands malheurs. Le cœur de la femme que vous aimez n'entend que le vôtre. Non, c'est pas ça. Pardon. Le cœur de la femme que vous aimez n'entend plus le vôtre. Vous perdez ce mouvement nerveux et involontaire de la franchise qui répond à la franchise. C'est perdre tous les moyens pour la toucher. J'ai presque dit de la séduire. Ce n'est pas que je prétende nier qu'une femme digne d'amour peut voir son destin dans cette jolie devise du lierre, qu'il meurt s'il ne s'attache. C'est une loi de la nature. Mais c'est toujours un pas décisif pour le bonheur que de faire celui de l'homme qu'on aime. Il me semble qu'une femme raisonnable ne doit tout accorder à son amant que quand elle ne peut plus se défendre. Et le plus léger soupçon sur la sincérité de votre cœur lui rend sur le champ un peu de force. Et assez, du moins, pour retarder encore d'un jour sa défaite. Est-il besoin d'ajouter que, pour rendre tout ceci le comble du ridicule, il suffit de l'appliquer à l'amour-goût? Chapitre 33. Toujours un petit doute à calmer. Voilà ce qui fait la soif de tous les instants. Voilà ce qui fait la vie de l'amour heureux. Comme la crainte ne l'abandonne jamais, ses plaisirs ne peuvent jamais ennuyer. Le caractère de ce bonheur, c'est l'extrême sérieux. Chapitre 34. Des confidences. Il n'y a pas au monde d'insolence plus vite punie que celle qui vous fait confier à un ami intime un amour patient. Il sait, si ce que vous dites est vrai, que vous avez des plaisirs 1000 fois au-dessus des siens et qui vous font mépriser les siens. C'est bien pis encore entre femmes, la fortune de leur vie étant d'inspirer une passion et, d'ordinaire, la confidente aussi ayant exposé son amabilité au regard de l'amant. D'un autre côté, pour l'être dévoré de cette fièvre, il n'est pas au monde de besoin moral plus impérieux que celui d'un ami devant qui l'on puisse raisonner sur les doutes affreux qui s'emparent de l'âme à chaque instant,
car dans cette passion terrible, toujours une chose imaginée est une chose excitante. Pas excitante, pardon, existante. Toujours, bon, c'est aussi excitant, mais bon, toujours une chose imaginée est une chose existante. Un grand défaut du caractère de Salviati, écrivait-il en 1817, en cela bien opposé à celui de Napoléon, c'est que lorsque dans la discussion des intérêts d'une passion, quelque chose vient à être moralement démontré, il ne peut prendre sur lui de partir de cette base comme d'un fait à jamais établi. Et malgré lui, et à son grand malheur, le remet sans cesse en discussion. Ce qu'il est aisé d'avoir du courage dans l'ambition. La cristallisation qui n'est pas subjuguée par le désir de la chose à obtenir s'emploie à fortifier le courage. En amour, elle est tout au service de l'objet contre lequel on doit avoir du courage. Une femme peut trouver une amie perfide, elle peut trouver aussi une amie ennuyée. Une princesse de 35 ans, ennuyée et poursuivie par le besoin d'agir, d'intriguer, etc., mécontente de la tiédeur de son amant et cependant ne pouvant espérer de faire naître un autre amour, ne sachant que faire de l'activité qui la dévore et n'ayant d'autre distraction que des accès d'humeur noire, peut fort bien trouver une occupation, c'est-à-dire un plaisir et un but dans la vie, à rendre malheureuse une vraie passion. Passion qu'on a l'insolence de sentir pour une autre qu'elle, tandis que son amant, lui, s'endort à ses côtés. C'est le seul cas où la haine produise bonheur. C'est qu'elle procure occupation et travail. Dans les premiers instants, le plaisir de faire quelque chose, dès que l'entreprise est soupçonnée de la société, la pique de réussir, donne du charme à cette occupation. La jalousie pour l'ami prend le masque de la haine pour l'amant. Autrement, comment pourrait-on haïr à la fureur un homme qu'on n'a jamais vu ? On a garde de s'avouer l'envie, car il faudrait d'abord s'avouer le mérite. Et l'on a des flatteurs qui ne se soutiennent à la cour qu'en donnant des ridicules à la bonne amie. La confidente perfide, tout en se permettant des actions de la dernière noirceur, peut fort bien se croire uniquement animée par le désir de ne pas perdre une amitié précieuse. La femme ennuyée se dit que l'amitié même languit dans un cœur dévoré par l'amour et ses anxiétés mortelles. À côté de l'amour, l'amitié ne peut se soutenir que par les confidences. Or, quoi de plus odieux pour l'envie que de telles confidences ? Les seules qui soient bien reçues entre femmes sont celles qu'accompagne la franchise de ce raisonnement. Ma chère amie, dans la guerre aussi absurde qu'implacable que nous font les préjugés mis en vogue par nos tyrans, servez-moi aujourd'hui, demain, ce sera mon tour. Avant cette exception, il y a celle de la véritable amitié née dans l'enfance et non gâtée depuis par aucune jalousie. Les confidences d'amour-passion ne sont bien reçues qu'entre écoliers amoureux de l'amour et entre jeunes filles dévorées par la curiosité, par la tendresse à employer et peut-être entraînées déjà par l'instinct, qui leur dit que c'est là la grande affaire de leur vie et qu'elles ne sauraient trop tôt s'en occuper. Tout le monde a vu des petites filles de 3 ans s'acquitter fort bien des devoirs de la galanterie. L'amour-goût s'enflamme et l'amour-passion se refroidit par les confidences. Outre les dangers, il y a la difficulté des confidences. En amour-passion, ce qu'on ne peut pas exprimer parce que la langue est trop grossière pour atteindre à ces nuances, n'en existe pas moins pour cela. Seulement, comme ce sont des choses très fines, on n'est plus sujet à se tromper en les observant. Et un observateur très ému observe mal. Il est injuste envers le hasard. Ce qu'il y a peut-être de plus sage, c'est de se faire soi-même son propre confident. Écrivez ce soir sous des noms empruntés.
mais avec tous les détails caractéristiques. Le dialogue que vous venez d'avoir avec votre ami et la difficulté qui vous trouble. Dans 8 jours, si vous avez l'amour-passion, vous serez un autre homme. Et alors, lisant votre consultation, vous pourrez vous donner un bon avis. Entre hommes, dès qu'on est plus de 2 et que l'envie peut paraître, la politesse oblige à ne parler que d'amour physique. Voyez la fin des dîners d'hommes. Ce sont les sonnets de Bafo que l'on récite et qui font un plaisir infini parce que chacun prend au pied de la lettre les louanges et les transports de son voisin qui, bien souvent, ne peut que paraître gai ou poli. Les charmantes tendresses de Pétrarque ou les madrigaux français seraient évidemment totalement déplacés. Chapitre 35. De la jalousie. Quand on aime, à chaque nouvel objet qui frappe les yeux ou la mémoire, serré dans une tribune et attentif à écouter une discussion des chambres ou allant au galop relever une grande-garde sous le feu de l'ennemi, toujours l'on ajoute une nouvelle perfection à l'idée qu'on a de sa maîtresse, ou l'on découvre un nouveau moyen qui d'abord semble excellent de s'en faire aimer davantage. Chaque pas de l'imagination est payé par un moment de délice. Il n'est pas étonnant qu'une telle manière d'être soit attachante. À l'instant où naît la jalousie, la même habitude de l'âme reste, mais pour produire un effet contraire. Chaque perfection que vous ajoutez à la couronne de l'objet que vous aimez et qui peut être chaque perfection que vous ajoutez à la couronne de l'objet que vous aimez et qui peut-être en aime un autre, loin de vous procurer une jouissance céleste, vous retourne un poignard dans le cœur. Une voix vous crie « Ce plaisir si charmant, c'est ton rival qui en jouira. » Et les objets qui vous frappent, sans produire ce premier effet, au lieu de vous montrer comme autrefois un nouveau moyen de vous faire aimer, vous font voir un nouvel avantage du rival. Vous rencontrez une jolie femme, galopant dans le parc. Et le rival est fameux par ses beaux chevaux qui lui font faire 10 000 en 50 minutes. Dans cet état dans cet état, la fureur naît alors facilement. L'on ne se rappelle plus qu'en amour, posséder n'est rien, c'est jouir qui fait tout. L'on s'exagère le bonheur du rival, l'on s'exagère l'insolence que lui donne ce bonheur, et l'on arrive au comble des tourments, c'est-à-dire à l'extrême malheur empoisonné encore d'un reste d'espérance. Le seul remède est peut-être d'observer de très près le bonheur du rival. Souvent, vous le verrez s'endormir paisiblement dans le salon où se trouve cette femme qui, à chaque chapeau qui ressemble au sien et que vous voyez de loin dans la rue, arrête le battement de votre cœur. Voulez-vous le réveiller ? Il suffit de montrer votre jalousie. Vous aurez peut-être l'avantage de lui apprendre le prix de la femme qui le préfère à vous et il vous devra l'amour qu'il prendra pour elle. À l'égard du rival, il n'y a pas de milieu. Il faut ou plaisanter avec lui de l'air le plus dégagé qu'il se pourra, ou lui faire peur. La jalousie étant le plus grand de tous les maux, on trouvera qu'exposer sa vie est une diversion agréable. Car alors, nos rêveries ne sont pas toutes empoisonnées et tournant au noir, par le mécanisme exposé ci-dessus. L'on peut se figurer quelquefois qu'on tue ce rival. D'après le principe qu'on ne doit jamais envoyer des forces à l'ennemi, il faut cacher votre amour au rival et, sous prétexte de vanité et le plus éloigné possible de l'amour,
lui dire en grand secret, avec toute la politesse possible et de l'air le plus calme et le plus simple possible, « Monsieur, monsieur, je ne sais pourquoi le public s'avise de me donner la petite une telle. On a même la bonté de croire que j'en suis amoureux. Si vous la voulez, vous, je vous la céderai de grand cœur. Si malheureusement je ne m'exposais à jouer un rôle ridicule. Dans 6 mois, prenez-la tant qu'il vous plaira. Mais aujourd'hui, l'honneur qu'on attache, je ne sais pourquoi, à ces choses-là m'oblige de vous dire, à mon grand regret, que si par hasard vous n'avez pas la justice d'attendre que votre tour soit venu, il faut que l'un de nous meure. » Voilà, ce sont donc ces paroles de duel qui vont nous arrêter. Je vous remercie de nous avoir suivis. C'était donc De l'amour de Stendhal. On parlait de jalousie. Je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux, #VBN. Voilà. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Voilà, passez une excellente journée si vous vous réveillez et une très bonne nuit si vous vous couchez. Salut!